Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum consacré une fois encore au Togo, où l'histoire politique semble s'accélérer cette semaine avec la remise en chantier des réformes constitutionnelles, la mise en place d'une commission électorale équilibrée et la convocation du corps électoral législatif pour le 20 décembre prochain. Alors, aux urnes citoyens, avec point d'exclamation et point d'interrogation. Question à nos invités politiques de cette semaine, je vous les présente. Maître Jean Tchessa-Abi, bonjour. Bonjour. Maître Tchessa-Abi, vous êtes le président du conseil exécutif du Pacte socialiste pour le renouveau, PSR, parti d'opposition. Vous faites partie de la coalition, la grande coalition des 14. Exact. Avec vous, Jerry Komandega Tama. Jerry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du nouvel engagement togolais net, parti d'opposition, mais pas de la coalition. Non, du tout. Non, du tout, mais bon, après, maintenant, vous savez, il y a 114 partis au Togo, il y a 14 partis qui sont dans la coalition des 14, et puis il y a d'autres formations politiques qui ont choisi d'autres destinées. Nous sommes dans un regroupement, même s'il n'est pas politique, qui s'appelle le groupe des centristes. Et voilà, nous sommes un parti de l'opposition. Mais dans le contexte politique actuel du Togo, est-ce qu'on peut être de l'opposition sans être partie de la coalition des 14 qui mène la danse depuis septembre 2017, la date des soulèvements populaires qui ont marqué durablement le pays? Oui, si on prend les dernières élections togolaises que nous avons eues en 2013, on peut considérer qu'aujourd'hui, quand vous prenez le résultat de ces élections-là, vous avez certes un certain nombre de formations politiques qui sont dans la coalition des 14, mais vous avez aussi un certain nombre de formations politiques qui ont eu des résultats assez probants lors de ces élections, qui soit à l'époque étaient dans les regroupements qui existaient, parce que vous savez, les regroupements politiques sont saisonniers dans notre pays, qui soit étaient dans les regroupements politiques à l'époque qui n'y sont plus aujourd'hui, ou d'autres qui ont fait le choix de ne pas être dans les regroupements politiques de l'époque. Il faut juste se rappeler que les élections, que ce soit législatives ou présidentielles dans ce pays, aujourd'hui n'intéressent qu'autour de 60% des acteurs. Et quand vous prenez sur les 60% des acteurs, aujourd'hui, les formations qui ne sont pas encartées, que ce soit ces 14 unir, peuvent représenter entre 15 et 17% de cet électorat, ce qui n'est pas mauvais. Donc je pense que oui, on peut exister sans être dans la C14. Maintenant, c'est uniquement si toutes les conditions sont respectées que nous nous retrouvons dans une consultation électorale. C'est en ce moment-là, on verra, au travers de la sanction de la population, qui se positionne ou réellement par rapport au choix de la population. Donc vous n'êtes pas nettement dans un jeu de rôle d'accompagnement du pouvoir actuel, comme disent la plupart de vos détracteurs. Non, mais maintenant, après, les détracteurs, leur boulot, c'est d'être, bien entendu, en contradiction avec les choix politiques d'une formation politique. Nous sommes au niveau du net, un parti qui a été d'abord membre fondateur de la coalition Arc-en-Ciel, tel que vous la connaissez en 2012, membre fondateur du CAP 2015 en 2014, et qui, depuis 2014, a fait le choix de tracer sa voie. Nous avons participé aux élections législatives de 2013 et de 2015, et ce que je peux dire, bien malin celui qui pourra trouver dans les positions politiques et dans les postures politiques du parti depuis 2012 une seule déclaration qui donne l'impression que nous accompagnons ou que nous sommes pro-parti au pouvoir. Nous sommes un parti de l'opposition. Sur la définition universelle de parti de l'opposition, du moment où nous ne sommes pas dans une majorité présidentielle. Maintenant, si vous prenez la définition togolaise, eu égard à l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition, vous savez, au Togo, on considère qu'un parti est de l'opposition uniquement quand il est à l'Assemblée et qu'il a défini sa position ainsi en envoyant un courrier à l'Assemblée nationale. Donc, si on prend cette définition, on ne sait même pas dans quelle situation nous sommes. Mais, sur la définition universelle, nous sommes un parti qui s'oppose à la majorité gouvernementale qui gouverne le pays depuis plusieurs années. Et l'ensemble de nos propositions vont à l'encontre de la mauvaise gouvernance dans ce pays. Donc oui, nous sommes un parti de l'opposition. Oui, maître Jean Tchessa-Abi. Je vais répondre un peu en disant vraiment parfois c'est un spectacle de mauvais goût parce que nous sommes dans un pays où la préoccupation majeure des formations politiques, c'est l'avènement de la démocratie. Vous savez, ça sera le point de départ d'un multipartisme intégral. Mais avant l'avènement de la démocratie, il est difficile de se positionner et de défendre un certain nombre de valeurs. Lorsque on regarde un peu l'échiquier politique national, on se rend compte que
tout le monde déserte le parti au pouvoir. Dans tous les pays au monde, il y a ce qu'on appelle la majorité présidentielle. C'est-à-dire il y a un parti présidentiel majeur, mais autour de ce parti présidentiel, il y a un certain nombre de formations qui appuient l'action du gouvernement, soit à l'Assemblée nationale ou même en dehors de l'Assemblée nationale. Mais nous sommes le seul pays où on va avoir des partis politiques qui votent avec le parti présidentiel à l'Assemblée nationale les lois et défend avec ce parti l'action du gouvernement, mais on vous dit que ce parti doit émerger sur la liste de l'opposition parce que on veut faire du concept de l'opposition un piège politique. C'est ce jeu malsain. Vous savez, nous pouvons admettre que dans un État, il y a des partis allant d'un bord à l'autre et qu'entre les partis de bord, il se trouve des partis de centre. Tout cela, d'abord, ne peut être assis que sur un certain nombre de valeurs. C'est pour cela qu'en Occident, contrairement à certains pays comme l'Amérique, parce qu'en Amérique, il a été difficile. Il y a eu des tentatives de créer un centre, ça n'a pas eu lieu. En Grande-Bretagne, il y a eu aussi des tentatives de créer un centre, ça n'a pas eu lieu. Mais en France, le centre a émergé. Oui, on a créé un centre Europe parce que, en fait, la politique là se joue entre la gauche classique et la droite, mais dans un certain nombre de valeurs historiques. Lorsque vous n'avez pas établi les valeurs historiques dans un pays, les libertés d'un côté, l'individualisme de l'autre, vous ne pouvez pas faire émerger un centre. Parce que le centre, il porte un discours de cohérence qui emprunte à la fois au libéralisme ses aspects et ensuite à l'humanisme ses aspects. Lorsque vous n'avez pas un jeu cohérent en ce sens, on peut faire le jeu de mots. Moi, je suis de centre, je suis de truc. On est de centre par rapport à qui? Alors, vous posez vraiment une question fondamentale qui nous concerne tous. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce pays, les partis se réclament de l'opposition? Ils n'ont pas-ils un dénominateur commun pour se battre pour l'obtenir? Le dénominateur commun, c'est la démocratie. Vous savez vous-même que dans notre pays, il n'y a pas encore la démocratie. Et lorsqu'on aura la démocratie, les partis vont essayer de cultiver ce qu'on appelle les valeurs. Et c'est par rapport à ces valeurs que vont se faire les positionnements. Donc aujourd'hui, on a beau essayer de créer tel groupe, tel regroupement, ça n'a aucune cohérence. C'est pour ça, lorsqu'on parle de vos détracteurs, ce ne sont pas des détracteurs, c'est une opinion. Oui, mais c'est normal. Après, les gens considèrent à juste titre. Non, pas à juste titre. De leur point de vue. Je vous le concède. De leur point de vue. Je vous le concède. Les gens considèrent. De leur point de vue. Oui, non. Laissez-moi finir. Les gens considèrent que dans ce pays, il y a eu un certain nombre de partis politiques qui ont eu le bon sens à un moment donné. Je parle du PDR, je parle de la CPP, je parle d'un certain nombre de partis politiques qui ont cru à un moment donné qu'il était possible d'apporter un peu de modération dans le jeu politique, d'écouter le système qui est en place, de l'aider à faire évoluer les questions fondamentales nationales sur un certain nombre de sujets. On peut y ajouter l'UFC de Gilchrist Olympio. L'UFC a une situation... Aujourd'hui, malheureusement... On peut aussi, maintenant, si vous permettez, on peut aussi partir du simple fait qu'il y a des partis qui sont entrés dans la position de la lutte radicale. Et aujourd'hui, vous pouvez me donner, 35 ans plus tard, quels sont les résultats? Parce qu'en réalité, ce qui nous intéresse en tant qu'acteurs politiques, c'est quoi? C'est le résultat. Aujourd'hui, ici, les gens qui disent, OK, nous avons des positions peut-être modérées qui n'ont pas marché, il faut peut-être rentrer dans des positions radicales, mais quel est le résultat? Parce que la politique, c'est la science du résultat. Je vais vous dire. Oui, quel est le résultat? Ce que vous appelez radical et modéré, ça n'existait pas. Oui, maintenant le résultat, il est... non, je vais vous dire, c'est un concept inventé par le système pour diviser d'abord l'opposition. Moi, je suis dedans. Il n'y a pas de modéré de radicaux. Je n'ai jamais dit... On ne s'est jamais prononcé pour être modéré radicaux. Nous pensons qu'aujourd'hui, un parti comme le NET... Laissez-moi aller jusqu'au bout. Il y a sur l'échiquier politique national, il y a deux partis qui ont tendance à bipolariser le jeu politique. Oui. Ça n'existe pas seulement aujourd'hui, ça existait depuis la naissance. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Alors, il y a ces deux partis qui ont essayé de polariser le jeu politique autour d'eux, dans un système un peu plus baptiste. Il y a un certain nombre de données dans notre pays qui sont des facteurs géopolitiques. Mais je vais vous dire, entre ces facteurs-là, la bonne pensée politique consiste à faire évoluer le débat politique. Lorsque vous voulez être de l'opposition,
faire évoluer le débat politique dans un pays comme le Togo, c'est que notre pays accède pleinement à la démocratie. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que nous sommes dans un système démocratique. Et lorsqu'on n'est pas dans la démocratie, et je vais vous dire, lorsqu'on n'est pas dans la démocratie... À la limite, c'est comme mettez dans... Attendez-moi, laissez-moi aller jusqu'au bout. Lorsqu'on n'est pas dans la démocratie, on ne peut pas... Vous ne serez pas audible. On ne peut pas se permettre de dire moi je suis de l'opposition. Et mon combat principal, c'est de combattre les partis d'opposition. Non, personne ne combat l'opposition. Oui, mais Djeri Tama, ce qu'il dit, Maître Tchessabi, d'autres avant vous ont expérimenté, on va dire, la science du centrisme. Il a cité quelques partis qui n'ont pas eu de résultats. Oui. Comment vous, aujourd'hui, pouvez-vous... Comme d'autres avant moi ont expérimenté la science du radicalisme qui n'ont pas eu de résultats. En fait, en réalité, si vous voulez qu'on aille plus loin dans l'histoire politique du Togo, depuis 1946, le Togo est traduit par deux bipolarismes, les nationalistes et les progressistes. Et depuis, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a toujours eu cette bipolarisation CUT, PDP et éventuellement UCPN. Après, on a eu le RPT et l'UFC. Aujourd'hui, nous sommes dans une bipolarisation, il faut avoir le courage de le dire, unir ANC, autour de laquelle s'agrègent certaines formations politiques. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui, quand on regarde notre histoire politique, on ne peut pas dire que cette bipolarisation donne des résultats. Maintenant, oui, je vous accorde qu'il y a des formations politiques qui ont essayé. Mais est-ce que parce que quelqu'un a essayé quelque chose qui n'a pas donné de résultats, et que d'autres personnes ont essayé d'autres choses qui n'ont pas donné de résultats, qu'il ne faut pas essayer quelque chose? Parce que je veux quand même rappeler une chose, c'est qu'il y a une dizaine, une vingtaine d'années, vous n'aviez pas aujourd'hui tous les moyens de communication qui existent. Vous n'aviez pas toute cette capacité d'accès à la population qui existe. Autrefois, nous avions des œillères. On avait le choix entre un côté ou un autre parce que c'était, vous savez, comme un peu dans la religion catholique par le passé, c'est le prêtre qui a la Bible. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la Bible, tout le monde a la capacité d'étudier et d'écouter les choix politiques, les propositions que les gens donnent. Et c'est pourquoi nous nous battons, avec vous, sans aucun doute, de pouvoir avoir un système politique et surtout un système électoral qui permette à l'ensemble des Togolais de faire le choix. C'est le plus important. Sinon, après, ce n'est que des incantations, des postures politiques qui ne peuvent survivre à l'épreuve de l'action politique qui est les élections. C'est tout. Mais non, laissez-moi répondre, mais parce qu'il n'y a pas de polémique là-dessus. Mais quand bien même qu'on en parlera. Mais je vais vous dire ceci. Et que vous le voulez ou pas, c'est la réalité. Vous étiez candidat... Votre réalité. La mienne. Elle est la nôtre. Elle va être partagée. Parce que si on a le bon sens, nous pouvons partager. Pour le bon sens, c'est la chose la moins partagée. Vous étiez candidat à l'élection présidentielle en 2015. Oui. Il y avait un certain nombre de candidats. Oui. Vous-même, vous savez à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle. Vous accompagnez le candidat de la CAP 2015. Oui, c'était mon positionnement. Vous voyez les résultats qui sont produits. Oui. C'est-à-dire nous sommes dans un système qui a effacé le centre. Il efface le centre pourquoi? Parce que ce système... Le centre faisait 6%, c'est pas si mauvais que ça. Le centre faisait, si vous prenez un candidat qui va à une élection présidentielle pour sortir avec 6%, je vous jure que c'est la même chose. Excusez-moi du peu, vous avez 4 candidats qui se présentent, si vous prenez 4 candidats, 6% de l'électorat, c'est aussi là, c'est tout le temps regrettable. Si vous prenez un candidat aujourd'hui dont on parle, M. Mélenchon, il y a de cela une dizaine d'années, il n'existait pas. Mais n'essayez pas de donner l'impression. Mais votre centre a existé toujours. Mais avant moi, je suis en politique, ça fait 6 mois. Ça fait 6 ans que je suis en politique. Vous le centre dont vous parlez avant, j'en sais rien. Je ne parle pas de vous. Mais oui, mais ça fait 6 ans, vous, ça fait une vingtaine d'années que vous êtes en politique. Moi, ça fait 6 ans que nous sommes en politique. Je ne parle pas de vous. Je ne veux pas être. Nous n'allons pas être comptables de ce que les autres ont fait. Laissez-moi un peu. Je parle de l'espace que vous prétendez. Nous ne sommes pas comptables de ce que les autres ont fait avant nous. Oui, Maître Abi, c'est ça une question. Est-ce que vous n'avez pas manqué de ratisser large au sein de l'opposition pour avoir avec vous tous ces partis que vous avez désormais entre les jambes aujourd'hui? Je fais partie de ceux qui estiment toujours que lorsque c'est une personne, même une personne, elle compte en politique. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui estiment qu'il y a des partis qui peuvent se passer d'autres. Non. Vous savez, une démocratie, elle se nourrit parfois des individus. On a eu dans beaucoup de pays, vous prenez Raymond Barre en France, ce qu'il a représenté dans le système politique de la Ve République, etc., etc. On ne va pas sur... Donc, je pense que chacun est utile. En soi, il est utile dans le débat, il est utile dans la gestion même du pays. Donc moi, je ne suis pas ceux qui traitent les gens ou les formations politiques avec mépris. En revanche,
je pense que nous devons, lorsque nous sommes dans un pays, nous devons comprendre, pour une génération, quel est le sens de son combat, quel est le but de son combat. Aujourd'hui, le combat au Togo ou en Afrique, c'est l'ancrage de la démocratie. C'est que la démocratie devienne, pour nous, dans ses fondamentaux, un réflexe. C'est quoi les fondamentaux? Peut-être pour qu'on parle le mal les fondamentaux. C'est pour le moins, voilà, écoutez, dans une démocratie, oui, on ne peut pas aller à une élection avec des a priori. C'est quoi les a priori? Avec une contestation. Avec les soupçons de fraude. Excusez-moi, avec des soupçons de fraude. Dans une démocratie, on ne peut pas s'en remettre au verdict d'une cour constitutionnelle dont on connaît le résultat. Dans une démocratie, on ne va pas devant une institution judiciaire dont on sait le résultat. Donc, écoutez. On va largement parler des élections. Ce qui me rassure, c'est les instrumentalisations vous avez accompagné un candidat en 2015. Pour les élections où tous les éléments dont vous êtes en train de relever étaient en place. Mais bien sûr. Vous avez quand même accompagné ce candidat aux élections. Mais bien sûr. Ça veut dire que, en réalité, vous faites partie, vous et votre formation politique, de ceux qui nourrissent ce système-là qui perdure. Ah bon, non, nous le combattons jusqu'aux urnes. Puisque vous êtes allé aux élections, mais nous le combattons puisque vous avez accompagné M. Jean-Pierre Fabre aux élections en 2015, alors que, selon votre dire, les conditions d'ancrage de la démocratie n'y étaient pas. Donc, si vous avez accompagné M. Jean-Pierre Fabre avec votre formation, ça veut dire que vous nourrissez, vous, comme nous d'ailleurs, en fait, la pérennisation de ce système. Mais pourquoi vous en déduisez? Mais puisque vous êtes allé aux élections. Nous le combattons jusqu'aux urnes parce que nous pensons. Parce qu'en fait, en se présentant, en permettant M. Fognasimbe et M. Fabre d'aller signer devant le président de la Cour constitutionnelle, qui, selon votre dire, n'est pas un élément, comment on appelle ça, un stabilisateur de la démocratie, en sachant que c'est cette Cour constitutionnelle-là qui donnera les résultats définitifs, mais vous ne combattez rien. Vous accompagnez le système. Qu'est-ce que vous dites? Mais si, vous accompagnez le système. C'est du non-sens. Non, qu'est-ce qui n'est pas du non-sens? On ne va pas à une élection dans un pays parce que la démocratie y est. On va à une élection pour créer. Donc vous comptez sur les élections. Donc vous comptez. Non, mais vous. C'est-à-dire que vous pouvez m'écouter un peu. Non, vous dites une chose et je vous prends au mot. Vous comptez sur les élections en réalité pour régler donc. Monsieur Jerry Tama, en 2015 vous étiez candidat. Comme votre donc en 2015 vous contestez que les élections ne sont pas instrumentalisées dans notre pays. Oui, prenez la parole chacun à son tour s'il vous plaît. Monsieur Jerry Tama, laissez-le terminer. Prenez la parole un à un s'il vous plaît. Togo, les institutions sont bien. Une élection, je vais vous prendre au mot. Lorsque on a organisé cette élection, vous avez dit qu'elles n'ont pas été transparentes, mais vous souscrivez aux résultats. Vous l'avez dit ou pas? Nous avons dit une chose, et je vais vous expliquer très bien. Comme ça, si vous me donnez deux petites chances. Quand les résultats ont été proclamés, nous avons appelé les trois autres candidats. Vous ne les appelez pas de l'opposition, libre à vous, mais nous avons appelé les trois autres candidats, y compris le vôtre. En disant, qu'est-ce qu'on fait? Votre candidat, M. Jean-Pierre Fabre, a dit, il conteste, il n'ira pas faire de recours au niveau de la Cour constitutionnelle parce qu'il considère que cette Cour constitutionnelle n'est pas valide pour pouvoir proclamer des résultats. Mais la question que nous avons... n'est pas valide. Non, mais n'est pas crédible. N'est pas crédible, non. La question que nous lui avons posée, c'est que c'est un peu comme vous allez jouer un match, on vous désigne un arbitre, vous allez commencer à jouer, et ensuite on vous marque un but et vous dites non, vous ne reconnaissez pas l'arbitre. Si vous ne reconnaissez pas la qualité de l'arbitre, il ne faut pas rentrer sur le terrain. Et donc, bien sûr, si vous ne reconnaissez pas la qualité de l'arbitre, ne rentrez pas sur le terrain. Non. Parce que si vous rencontrez, si vous rentrez sur le terrain, l'arbitre peut mal arbitrer. Mais si vous reconnaissez que l'arbitre est aux ordres, mais quelle est l'utilité d'aller jouer le match en sachant que, quels que soient les résultats, l'arbitre sera aux ordres? Vous faites quoi? Vous démissionnez? Mais donc, dans ce cas, il faut pas y aller. Mais, monsieur Jerry, moi je vous pose la question. Lorsque vous étiez candidat, donc votre avis, c'est que la Cour constitutionnelle, non, laissez-moi. Moi, je vous pose la question. Mais non, mais c'est lui qui pose la question. Nous sommes en débat. Ok. Nous sommes en débat. Je pense qu'on pouvait partager un minimum aujourd'hui sur l'état de nos institutions. Oui. Parce que la démocratie, elle fonctionne à travers les institutions. Oui. Dans la Cour constitutionnelle. Dans la Cour constitutionnelle, dans la justice, dans les autres institutions. Vous reconnaissez qu'elle n'a pas crédible, mais vous allez aux élections avec cette Cour constitutionnelle. Laissez-moi vous poser la question de savoir, vous, lorsque vous étiez candidat, donc pour vous, toutes ces institutions
sont crédibles. C'est pour ça que vous êtes allés. C'est pour ça que nous avons relevé les Oui, nous aurons le temps, si vous voulez, de revenir longuement sur les questions des élections. Mais pour finir avec cette parenthèse, Maître Jean Bichessa, Jerry Tama disait... Oui, s'il vous plaît, c'est moi qui pose les questions. Voilà, ça pourrait commencer à... Jerry Tama disait que vous non plus, vous n'avez pas obtenu de résultats avec votre trajectoire politique, votre, entre guillemets, ce qu'il appelle radicalisme. Non, monsieur, je vous dis bien. Est-ce qu'il ne faut pas changer de méthode? Excusez-moi. À un moment donné, non. Nous pouvons nous passer de quelques concepts. Moi, je respecte beaucoup les gens. Vous savez, moi, je ne vais pas dans certains détails parce qu'il faut respecter l'autre. Oui. Le concept de radicalisme a été inventé par le régime pour essayer de saboter l'opposition dans son unité, mais c'était pour diaboliser le parti majeur de l'opposition. C'était dans le temps l'UFC, après aujourd'hui c'est l'ANC. C'est un concept purement fabriqué par le régime. Parce que moi je ne sais pas sur quel point on va dire que tel parti est radical. Mais radical par rapport à... Mais sur quel point vous trouvez que parti est modéré? Vous avez parlé de modération tout à l'heure. Sur quel point vous trouvez que parti est modéré? Non, c'est vous qui Non, c'est vous qui dites que... Non, c'est vous qui proclamez. On n'essaie jamais de proclamer. Ah bon, donc vous m'excusez. Ah oui. Non, parce que vous dites que vous êtes au centre. Le centrisme est une idéologie politique qui existe. Vous avez commencé à dire le radicalisme, c'est vous qui avez utilisé l'expression. Et en retour, vous avez dit que nous sommes modérés. Mais si nous sommes des radicaux, vous êtes... Donc, dans ce cas-là, on se comprend. Voilà, donc c'est un concept qui a été imaginé dans les laboratoires et dans les fantasmes du parti présidentiel pour discréditer le parti de l'opposition. Bien sûr, il y a des problèmes dans l'opposition. Et bien sûr, il y a des problèmes dans toutes les oppositions au monde. Mais au Togo, on a poussé un peu cela entre les partis d'opposition et il y a eu des tentatives de créer des oppositions ou une opposition à l'image du régime. Le régime voulait enterrer les partis majeurs de l'opposition pour faire émerger sa propre opposition. Et il a donc créé au sein de l'opposition ce qu'on appelle les radicaux et ce qu'on appelle les modérés. Moi, j'ai fait la politique. L'expression même est apparue en 2002. C'est à partir de 2002 que le régime a commencé à parler des modérés et des radicaux. Mais vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des querelles sémantiques, dans ceci, cela. Il y a un fait. Lorsqu'on est dans un pays et qu'on se lance dans le jeu politique, on a des valeurs majeures à défendre. Vous l'avez dit. Je vais faire un constat sur lequel vous allez réagir et puis on passe à l'actualité politique. Vous êtes tous apparemment de l'opposition, mais tout vous oppose visiblement. Non, du tout. Oui, mais non, du tout. Quand on écoute le débat, on a l'impression que... Je vais préciser trois choses. Oui. La première, c'est que nous reconnaissons, nous, au niveau du net, que la responsabilité du retard de ce pays incombe au système RPT-Unien. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous considérons que nous vivons dans une sorte de démocratie de façade où on fait un habillage des institutions. Okay? On a toutes les institutions qui sont comparables aux grands pays. On a une cour constitutionnelle, on a trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir... Donc on fait un habillage. Et cet habillage-là, comme je l'ai dit, c'est un habillage de façade. Sur ce point-là, nous nous retrouvons entièrement avec nos amis. Maintenant, c'est peut-être au niveau de la démarche que peut-être, et ce qui est normal d'ailleurs, que sur la démarche, on puisse avoir des opinions qui divergent. Mais sur ces deux premiers points, nous considérons que c'est ça. Le troisième élément, nous considérons qu'aujourd'hui, l'alternance ne peut pas aujourd'hui être obtenue uniquement par l'effet d'une seule formation politique. Ce n'est pas forcément par le biais de regroupements politiques. Nous en avons fait, je l'ai présenté tout à l'heure, ce n'est pas forcément par le biais de regroupements politiques étanches, mais ça peut être par le biais d'une stratégie qui soit une stratégie de ceux qui se réclament de l'opposition, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux définitions de l'opposition. Il y a la définition de la loi portant statut de l'opposition togolaise qui dit pour être de l'opposition, il faut être à l'Assemblée nationale, et il y a la définition universelle qui dit que quand vous n'êtes pas dans la majorité gouvernementale et que vous vous opposez à l'action du gouvernement, vous êtes de l'opposition. Maintenant, après, nous avons dans ce pays-là, mais bon, maintenant, je ne pense pas que Maître Abidj essaie d'être beaucoup trop érudit pour tomber dans ces travers, soit la personne qui considère que si vous n'êtes pas dans la C14, si vous n'épousez pas les idées de la C14, vous êtes forcément une béquille du pouvoir. Je pense qu'il est quand même largement au-dessus de cela. Mais aujourd'hui, je veux quand même qu'on puisse donner cette indépendance à des formations politiques qui décident d'être indépendantes, qui décident de ne pas s'encarter, qui décident de ne pas rentrer
dans des regroupements, mais qui ont leur stratégie propre à elles. Ce qui est assez frustrant dans ce pays, c'est malheureusement cette autre dictature de la pensée unique qui revient de cette information de la position de l'opposition, qui consiste, si vous n'êtes pas avec nous, c'est que vous êtes contre nous. Ça n'a pas de sens. Oui. Parce que, excusez-moi du peu, dernier élément. C'est que vous savez, quand vous prenez les résultats des élections législatives de 2013, quand vous prenez l'ensemble des formations politiques, je prends les résultats tels qu'ils ont été produits parce qu'en réalité, je ne vais pas faire de spéculation là-dessus. Vous avez UNI qui a 44%. Vous avez le CSC à l'époque qui a 36%. Le collectif Sauvons le Togo. Voilà. Vous avez la coalition Arc-en-Ciel qui a 10%. Vous avez l'UFC qui a, comment on appelle ça, 8%. Et vous avez les autres formations politiques, dont la nôtre, qui a 1%. Quand vous prenez toutes les autres formations politiques, pour avoir les 50%, vous prenez toutes les autres formations politiques, vous avez 50%. Ça veut dire que vous enlevez même les seuls voix 1% du net, ça vous crée un problème. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons une bipolarisation que vous n'avez pas, il y a des populations qui s'identifient vers d'autres formations. Il faut sortir de ce carcan-là, de ces raies, de ces fers-là qui considèrent que si vous n'êtes pas de la C14, si vous n'êtes pas avec cette personne, donc vous n'êtes pas de l'opposition. Parce que, heureusement d'ailleurs, il y a des Togolais qui s'identifient à nous. Quand nous allons aux élections, nous ne revenons pas avec 0 voix. Ça veut dire que nous avons quand même un discours qui séduit certains Togolais. Mais Jerry Tama, est-ce que la coalition n'est quand même pas échaudée? Parce que quand vous prenez l'histoire, il y a de petites formations politiques qui se joignent à la coalition de l'opposition, mais on a l'impression que dès que ces partis reçoivent une forme d'onction, elles sortent et tirent à boulet rouge sur la même opposition. C'est pour ça que nous, après avoir fait l'expérience de la coalition Arc-en-Ciel en 2013, après avoir fait l'expérience du C14 en 2014, nous avons dit, nous pensons qu'un parti politique doit d'abord aller à la rencontre des populations, pouvoir asseoir son idéologie. Et c'est en cela que les élections à double tour pour nous semblent très importantes. Parce que si vous avez des élections à double tour, au premier tour, vous avez le vote de sympathie. Les gens qui sont pour vous, et au deuxième tour, vous avez les votes stratégiques. C'est pour ça que nous avons réclamé les élections à double tour pour les élections présidentielles. Dieu merci, on espère que ça va y arriver. Et pourquoi pas revenir aux élections à 2 tours pour les élections législatives? Oui, maître Jean Biché, ça. Une formation politique, on ne crée pas une formation politique pour aller s'assujettir à des regroupements non, monsieur Jerry, oui, maître, ce que vous dites est cohérent et bien. J'aime bien ça. Mais vous savez, là encore, c'est un niveau de défi. Il faut aller au niveau supérieur. Vous savez, nous sommes obligés tous de faire des sacrifices dans un État comme le nôtre, où on n'a pas vraiment d'espace politique pour exprimer profondément nos valeurs. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un système où le combat essentiel, il tend d'abord à restaurer à la fois le pluralisme et les institutions dans leur fonctionnement efficient démocratique. C'est ce que nous faisons. Monsieur Jerry, je vous parle, je pense qu'on peut s'écouter et s'entendre. Vous pouvez avoir de bonnes idées, mais vous vous adressez à un peuple, à une population. Qui nous écoute. Et de ce point de vue aussi, on a le devoir de cohérence. Moi, j'ai envie d'être à chaque fois candidat à une élection présidentielle. Mais j'estime que ma personne peut s'éclipser derrière un regroupement pour que nous puissions obtenir quoi? Pour que nous puissions obtenir l'alternance dans le pays. Parce que moi, la question de l'alternance est une question fondamentale pour moi. Ça fait partie de mon engagement politique. Bien sûr, on peut aller vers l'électorat. Vous avez eu même un slogan de campagne que j'ai beaucoup aimé. Je ne vous en ai jamais parlé. Vous avez dit, voilà quelqu'un qui écoute le peuple. Mais lorsqu'on écoute le peuple, il faut l'écouter pleinement. Parce que le peuple est très complexe. Le peuple, vous voyez, dans notre pays, vous n'êtes pas le premier. Il y a eu avant vous, les Adani Ifer. Oh non, laissez-moi dire. Je vous permets de comparer. Des gens ont voulu. Non, laissez-moi. Non, mais je ne vous compare à personne. Oui, mais vous êtes en train de nous comparer. Vous êtes en train de nous comparer avec l'histoire. Non, nous n'avons aucun lien. L'histoire des positionnements. Je vais vous dire. Nous n'avons absolument aucun lien. L'égoïsme. Ce que vous faites. Non, nous ne faisons aucun égoïsme. Ce que vous faites. Je vais vous dire. Là, vous êtes en train de nous. Non, laissez-moi vous dire. Ce que vous faites, pour moi, l'égoïsme politique consiste à avoir des idées et à être dans son coin. Il faut aller à la rencontre du plus grand nombre. Mais pourquoi vous ne fusionnez pas dans ce cas-là? Fusionnez. Fusionnez quoi? Fusionnez vos formations politiques. Non, mais on est dans une coalition de... Non, mais c'est même dans la loi. Fusionnez. La loi reconnaît les partis politiques. Mais dans la loi, reconnaît aussi les partis politiques.
Donc ça veut dire que si la loi reconnaît les partis politiques, nous avons le droit d'être un parti politique. Non, mais moi je parle de votre combat. Je ne parle pas de votre droit. Notre combat, il a quel problème, notre combat? Vous, votre combat. Si vous combattez pour que qu'advienne dans notre pays la démocratie, telle que vous la décrivez, parce que je suis d'accord avec vous. Vous devez mener un combat en cohérence avec les forces qui le font. Laquelle force? Mais on a cité parce que vous considérez que vous êtes la seule représentation du combat politique dans ce pays? C'est ce que vous essayez de me dire? Non. Ben alors, vous êtes, rien ne vous empêche. Vous avez le droit. Oui. Vous avez le droit. Il me semble qu'on a... Ce que je veux dire, c'est que vous avez le droit de vous mettre à 14, à 15, à 25 pour créer une... Et vous avez le droit d'être là où vous êtes pour détruire l'opposition. Mais détruire l'opposition. Qui détruit l'opposition? Hypothèse numéro 1, c'est pas le... Moi, je considère qui détruit l'opposition? Lorsqu'on s'autoproclame, qui détruit l'opposition? Lorsqu'on s'autoproclame modéré, et on dirige son discours contre ce qu'on appelle les radicaux. Qui s'est jamais déclaré modéré? Oui, monsieur Tama, maître Tchessa Abi, on va refermer cette parenthèse et passer à l'actualité politique maintenant. Donc, comme je le disais en introduction, l'actualité politique s'est accélérée cette semaine avec plusieurs mesures. Je voudrais qu'on commence par la Commission électorale nationale indépendante qui est désormais, on va dire, équilibrée parce que les 8 de l'opposition ont été élus. Le pouvoir a maintenu ses 8 représentants. Et donc, est-ce qu'on peut dire que la parenthèse, la polémique, s'est refermée maintenant? Jerry, je commence avec vous. On se rend compte d'ailleurs avec cet épisode-là que, contrairement à ce qu'on nous dit depuis longtemps, que finalement les gens s'entendent, ces 14 et unir pour violer nos lois. Une raison très simple, c'est que dans aucun, et j'aimerais bien que mon vis-à-vis qui est ici, qui est un juriste de haut niveau, nous dise dans quel article de notre code électoral, il est dit que les partis parlementaires de l'opposition ont droit à 8 représentants et que les partis, le parti présidentiel a droit à 8 représentants. L'article 12 de notre code électoral dit on a 5 représentants de la majorité présidentielle, on a majorité parlementaire, on a 5 représentants de l'opposition parlementaire, on a 3 membres de la partie extra-parlementaire, 3 membres... Est-ce que vous n'avez pas cette configuration, les 5 de l'opposition parlementaire? En quoi ça pose problème? En quoi ça viole le code électoral selon vous? Je parle de 8-8. Oui, mais en quoi ça viole le code selon vous? Je vous dis que nulle part dans notre corpus juridique, il n'est écrit nulle part. Parce que ce qu'on nous a présenté, c'est que c'est entendu que les gens se partagent 8-8. Non, je dis, dans notre code électoral, encore une fois, on est en train de nous faire comprendre que les accords sont au-dessus des lois. C'est pour ça que nous, on est sortis, puisqu'on n'a pas fait de résistance par rapport à ça. Mais dans notre corpus juridique, vous ne trouvez nulle part où il est question de répartition de 8 de côté de la majorité parlementaire, de 8 de côté de l'opposition parlementaire, pour une raison très simple. C'est que le législateur, je ne sais pas qui a mis en place cette configuration, voulait justement avoir une composition qui est inclusive, qu'on puisse avoir des partis extra-parlementaires qui sont parfois en compétition avec les partis parlementaires, qui puissent être représentés au niveau de la CENI, mais surtout, et ce qui nous semble le plus important, qu'on puisse avoir la société civile. Mais si vous décidez tout simplement que la société civile, s'il vous plaît, excusez-moi, si vous considérez que la société civile qui se définit par sa neutralité, qui se définit principalement par sa neutralité, qui se définit par sa distance vis-à-vis des appareils politiques, si vous considérez que la société civile doit être cooptée par les partis, en réalité, c'est que vous éteignez votre société civile. Mais après, depuis l'accord politique global, la société civile a été toujours cooptée. Ce n'est pas nouveau. C'est ce que je dis. C'est depuis 2010. Donc, ce n'est pas la première fois que... Non, ce que je dis, c'est depuis 2010. Et à l'époque, en 2010, je n'étais pas en politique. J'avais déjà dit à l'époque qu'on vient d'éteindre en réalité la flamme de la société civile. Parce que, et en plus, ça fait partie d'un accord. On l'a dit, ils ont dit encore, lors d'un gentleman agreement. C'est-à-dire que vous avez le code électoral qui dit 5-5-3-3-1. Et après, vous dites, les gens sont entendus à l'Assemblée nationale pour faire 8-8-1. Bon, pour cela, nous n'avons pas contesté. Donc, ce que vous retenez dans cette histoire, c'est la violation du code électoral. C'est la violation du code électoral par les protagonistes qui s'entendent. D'accord, maître Jean Abitchessa. Dans ce cas-là, j'aimerais avoir l'article du code électoral qui dit c'est 8-8. 5 des partis parlementaires, 2 des partis extra-parlementaires et 1 de la société civile pour former 8-8. C'est sur cette base-là que la nouvelle CENI sera composée. Et la question quel article de notre code électoral sera au niveau de la présidente de cette CENI. Avec quel article de notre code électoral? Je veux dire ceci, que franchement, je pense qu'il faudrait qu'on soit très sérieux sur un certain nombre de questions pour qu'on puisse s'entendre et qu'on instruise la population. Parce que l'objectif d'un débat,
c'est qu'au-delà des contingences, on essaie de faire passer un message juste et vrai à nos auditeurs et à la population. Oui. Je pense que le problème fondamental au Togo, c'est que nous avons les élections nourrissent la crise au Togo. Et étant donné que les élections nourrissent la crise au Togo, nous sommes là depuis à la recherche d'un mécanisme qui permette d'organiser des élections qui soient non contestées pour permettre au Togo de prendre un nouveau départ sur le plan démocratique. Okay. Ça, c'est aujourd'hui la préoccupation majeure. Et lorsqu'on est dans cette préoccupation majeure, parce que vous connaissez déjà les dérives de cela, n'importe quel aventurier peut mettre à mal à la fois l'unité du pays, la sécurité du pays et nos vies. Alors, lorsqu'on revient à ce postulat, aujourd'hui, tout le monde doit être d'accord que dans ce système-là, pour assurer à ce système, en tout cas les garanties d'une efficacité, il faut d'abord au niveau du mécanisme et des institutions qui participent à ce jeu-là, il faudrait quand même une cohérence, donc, une participation. Excusez-moi, moi, je n'ai jamais vu une loi qui est violée, mais ça vous engage. Oui, mais dites-moi... Laissez-moi dire, aujourd'hui, je vous dis bien que la CENI est composée de 5 partis parlementaires dans chaque camp, 5 membres des partis parlementaires dans chaque camp, 2 de la société civile dans chaque camp, non, des partis parlementaires dans chaque camp, et 1 de la société civile. Dans la CENI passée, nous, le PSN, nous étions dans la CENI à titre de parti extra-parlementaire. Alors donc c'est la même reconfiguration qui se retrouve. C'était aussi dans chaque camp, c'était comme ça? Oui, mais bien sûr. D'accord, donc c'est ce que je dis, mais donc, chacun, la question que je pose, mais vous êtes en train de nous tourner. Si vous voulez que... J'aimerais quand vous interrompre. Si vous voulez que les gens qui nous écoutent puissent nous écouter avec sérieux, mais vous êtes un juriste. Dites-nous en vertu de quel article de notre Constitution ou bien en vertu de quel article de notre Code électoral cette répartition se fait. Quelle répartition? La répartition de 8-8, c'est quelle base? Oui, mais on n'a pas dit. Je vous dis que donc vous considérez aujourd'hui, mais vous voulez nous dire aujourd'hui, devant les Togolais qui nous écoutent, que la classe politique togolaise aujourd'hui se réunit au C14 et unir. Oui, mais non, s'il vous plaît, Jerry Tama, mais je voudrais qu'il creuse davantage ce qu'il dit. Est-ce que vous pouvez nous dites-nous en quoi le code a été violé dans cette répartition? Il dit qu'il faut que ces 5, 3, 2. Oui, mais c'est ce qu'on dit le code électoral. Le code électoral, quel article du code électoral? Mais vous parlez de quel article? L'article 12 du code électoral dit 5 représentants de la majorité parlementaire, 5 représentants de l'opposition parlementaire. Est-ce qu'on a eu les 5? Non, je dis, c'est ce que l'article dit. Oui, mais est-ce qu'on a eu les 5 de l'opposition parlementaire? Mais maintenant, qu'est-ce que vous appelez l'opposition parlementaire? Non, mais je dis 5 représentants de la majorité parlementaire, 5 représentants de l'opposition parlementaire, 3 membres des partis extra-parlementaires, 3 représentants de la société civile et un représentant de l'administration. Il n'y a pas 3 représentants de la société civile. Ah ben non, vous n'avez pas il y a 2 représentants de la société civile. 3 représentants, vous n'avez pas lu votre code électoral. 3 représentants. C'est 2 ou 3. C'est ça qui fait 17. C'est ça qui fait 17. On a combien de personnes à la CENI? On a combien de personnes à la CENI? On a combien de personnes à la CENI? On a 17 personnes. 5, 5, 3, 3, 1. On a combien aujourd'hui? 17. Aujourd'hui, on a combien? Mais on a toujours 17. 5, 5, 3, 3, 1. Vous parlez d'une chose que vous ignorez en réalité. Mais non, excusez-moi. 5, 5, 3, 3, 1. Ouais. 5 représentants de la majorité parlementaire, 5 représentants de l'opposition parlementaire, 3 membres de la deux partis parlementaires, 3 membres de la deux partis de la société civile et un représentant de l'administration. C'est ça qui fait les 17. Qu'est-ce que vous appelez un représentant de l'administration? Mais allez relire l'article 12. Allez relire l'article 12. Vous êtes dans une comédie. Non, si vous voulez, vous ne maîtrisez même pas la composition des 17 membres. Vous dites 2 membres de la société civile, vous ne connaissez même pas les 17 membres. Mais c'est quand même assez grave. C'est vous qui parlez de 17 membres. On a 8 membres. Écoutez, on a 8 membres. Selon quel article? Attendez. Selon quel article? Mais c'est quel article? Oui, les 8 membres, c'est quel article? Oui. Mais les 8 membres, c'est quel article de notre code
code électoral. Il vous est loisible. Je dis, mais si vous êtes un c'est vous qui faites de la comédie. Je dis, les 8 membres, c'est quel article? Les 8 membres, c'est quel? Les 8 membres, dites-moi, l'article de quel article? Je vous cite l'article 12. Lorsque vous êtes allé au recensement électoral, vous êtes allé sur la base de quel article? Non, moi, je vous pose la question. Non. Vous, puisque vous êtes illégaliste, lorsque vous êtes allé au code, au recensement, c'est sur quelle décision vous êtes allé? On va laisser cette guerre des chiffres. Maître Bichessa, oui. Est-ce que la polémique est terminée maintenant? Excusez-moi de... Oui, est-ce que la polémique est terminée? Moi, je ne suis pas ici. Oui. Je ne suis pas ici à la place. C'est vous qui traitez les gens de comédiens. Non, s'il vous plaît, Jerry Tama, s'il vous plaît. Je ne suis pas ici pour censurer les lois ou pour dire telle loi est violée ou n'est pas respectée. Je suis ici pour que dans la situation... On laisse cette responsabilité à la Cour constitutionnelle. Dans la situation qui est la nôtre, nous avons aujourd'hui une situation qui s'est présentée qui fait que pour aller à la prochaine élection, nous avons sollicité la communauté sous-régionale. Elle est venue avec ses propositions. Qu'est-ce que nous en faisons? Comment nous les mettons en œuvre? C'est la question qui est posée. Moi, je ne suis pas là parce que lorsqu'on dit tel, au Togo... Soyons précis. Sur la question de la CENI, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est réglé? La question de la CENI a trouvé partiellement une solution en ce que, après les égarements de UNIR, il a été rappelé à l'ordre pour accepter une composition paritaire. Et la question qui demeure et qui n'est pas encore réglée et qui va peut-être être réglée par la facilitation, c'est au niveau de la présidence de la CENI. Mais c'est prévu par les tests. Est-ce que ce ne sont pas les membres qui vont élire le président? Aujourd'hui, excusez-moi de le dire, mais je ne suis pas venu à à cet échange pour parler de cela. Aujourd'hui, nos lois ont été allègrement violées. La loi électorale, elle a été au niveau du recensement, de la convocation de la décision du recensement. Elle l'est aujourd'hui même sur la convocation du... Oui, en quoi elle a été violée dans les opérations de recensement? La convocation du corps électoral. En quoi? On prendra un élément un à un. Je vais vous dire, pour convoquer un corps électoral, il faut que, si nous suivons notre code électoral, il faut que le recensement ait été fait, que les doublons aient été supprimés, qu'on ait affiché les listes, qu'on ait liquidé le contentieux des contestations pour connaître le corps électoral. Le corps électoral, c'est l'ensemble des électeurs inscrits sur une liste électorale. On ne peut pas convoquer un corps électoral lorsque cet exercice n'a pas été prévu. Donc, c'est pour ça que je conteste volontiers à M. Jerry Tama de dire aujourd'hui que dans la situation qu'on a connue et qui nous a amené à accepter l'arbitrage de la communauté internationale, il y a nécessairement des impératifs qui dépassent notre code électoral. Mais pour aller plus loin, M. Jerry Tama, parce que ce n'est pas ça qui est problème. Le vrai problème, je vais vous dire, le vrai problème au Togo, en tout cas qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est d'abord que la CEDEAO qu'on a sollicité tout ça nous ait donné des indications, en tout cas une feuille de route, et que aussitôt après le processus ait commencé sans que nous n'ayons songé à mettre en place ne serait-ce que l'institution qui organise le processus, parce qu'une élection est organisée par la CENI. Lorsque vous allez à une élection organisée par la CENI, vous avez accepté que cette organisation doit être consensuelle et paritaire, vous devez mettre en place la CENI, les CELI, les CLC pour commencer le fichier électoral, le recensement. C'est la première étape des opérations dans le processus électoral. Alors, lorsque cela n'a pas été fait, d'une part parce que on ne veut pas, et d'autre part, lorsqu'on a fini, on accepte maintenant la composition de la CENI conformément à la feuille de route ou aux indications de nos pères ou de nos frères d'Afrique, et que le même jour on enjambe pour convoquer le corps électoral, alors que tout ce que vous savez que le code électoral a prévu n'a pas été suivi, excusez-moi de dire, nous sommes dans une situation qui doit vous préoccuper, vous, et qui doit nous préoccuper, moi, parce que nous sommes citoyens. Est-ce que c'est une situation qui vous préoccupe alors, Jerry Tama? Pourquoi ils ont dit qu'ils ont les moyens pour régler les problèmes? Mais pourquoi? Écoutez, je vais vous dire deux choses. En septembre 2017, le gouvernement, vous êtes président d'un parti politique, nous sommes présidents d'un parti politique. Quand on veut être président d'un parti politique, on veut créer un parti politique, on envoie une correspondance
un dossier pour déposer au niveau du ministère de l'administration territoriale qui nous donne un récépissé. Je rappelle, c'est à cette époque que vous aviez quitté la rue pour déposer le courrier. Oui, c'était la même période. Non, je ne parle pas de ça. Je dis aujourd'hui, en septembre 2017, le gouvernement a ouvert des discussions pour voir exactement comment est-ce qu'on allait pouvoir régler le problème qui était là. Et on a contesté à d'autres formations politiques qui n'étaient pas dans la C14 la possibilité de pouvoir discuter de ces sujets. Ça, c'est un. Deuxième sujet, quand la question du dialogue est arrivé, il y avait, et c'était écrit à l'ordre du jour des débats, qu'on allait faire un dialogue inclusif, y compris dans les formations politiques. La nôtre, il y a d'autres formations politiques qui animent la vie politique togolaise, mais qui n'ont pas choisi, par exemple, l'existence de la C14, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un droit. On a dit non, les seuls protagonistes, c'est la C14 unie, parce que c'est aujourd'hui la C14 qui est représentant du peuple togolais. Nous avons accepté, le dialogue a commencé aujourd'hui, s'ils ont des problèmes qu'ils règlent avec leurs amis de unir. Quand le 23, dernier élément, le 23, nous n'étions pas à la salle lors de la deuxième réunion. Nous avons lu comme tout le monde officiellement les conclusions, les relevés de conclusions. Vous parlez du 23 septembre. Le 23 septembre. Et on a dit il y a trois éléments. Le premier, c'était la mise en place des experts dès le 24. Le deuxième, c'était un chronogramme consensuel entre eux et donc unir sur l'organisation du référendum qui commençait le 1er octobre. Et le troisième, c'était l'envoi d'une liste de 8, on en a parlé, on ne va pas revenir là-dessus, d'une liste de 8 à la CENI pour que la CENI fonctionne. Dès le 24, sans que pour autant quelqu'un nous ait demandé, nous avons dit, mais si ça règle le problème togolais, parce que nous faisons comme si nous oublions. Bon, je suis avec beaucoup d'intérêt le fait qu'il dit que bon, quand il y a un problème et qu'on appelle des personnes extérieures pour venir nous aider, on peut savoir s'asseoir sur nos lois. Parce que la loi, l'article 15 du code électoral dit clairement ceci: pour démissionner pour ne pas être à la CENI, il faut soit démissionner, soit décès ou bien empêchement définitif. Nous n'étions dans aucune de ces trois situations. Donc vous avez démissionné pour l'intérêt supérieur de la nation. Pour l'intérêt supérieur, nous avons dit, nous démissionnons, nous avons démissionné. Ok, on va reprendre la discussion tout à l'heure, parce que là nous marquons... Est-ce qu'on peut parler d'un aspect majeur? Non, je n'ai pas fini ici, si vous voulez. Oui, on va en parler, on marque une pause d'abord, parce que on va revenir sur tous ces sujets, mais nous marquons une pause parce que nous allons suivre une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum. À tout de suite.